Alors, sur Automobile Propre, ils nous ont fait un sacré road trip à travers l'Europe. Ils ont utilisé un Kona électrique, 64 kWh, qu'on voit à l'image d'ailleurs, hein. Ils ont fait une vidéo YouTube, je vous invite à aller la voir si vous voulez également. Moi, je vais me contenter de lire l'article, qui est assez long. Alors, si les déplacements urbains et ou quotidiens en voiture électrique ne questionnent plus, entreprendre un voyage ne rassure pas toujours les automobilistes, car si les autonomies sont de plus en plus généreuses, les réseaux de recharge ne donnent guère confiance. Ah oui, surtout en France, où la situation s'est particulièrement dégradée en début d'année, avec la disparition d'une partie du maillage EasyVia, l'augmentation de la grille tarifaire Unity, plus généralement, les pannes à répétition et les incivilités condamnent l'accès à une borne. Condamnant l'accès à une borne. Ouais, c'est vrai que 2020 est une sacrée année de merde, hein, pour la recharge de voitures électriques en France, hein. C'est clair que c'est terrible. Bien entendu, certains sont sous les meilleurs auspices, notamment les propriétaires de Tesla qui profitent d'un réseau superchargeur dédié, dense, fiable et accessible. Toutefois, tout le monde n'a pas le loisir de rouler dans des automobiles de la marque californienne, ou d'habiter chez nos voisins à l'est où, paraît-il, l'herbe y est plus verte. Pour s'en assurer, nous avons entrepris un trajet depuis Nozovic en Tchéquie jusqu'à Marseille et à Saint-Étienne, fief respectif de vos serviteurs. Alors du coup, Nozovic, Marseille, donc ça nous fait 16h17 sur Google Maps d'estimation, 1771 kilomètres. Alors en voiture électrique, ça peut faire peur, hein, un tel kilométrage pour le coup. Alors évidemment, tous les compteurs sont à zéro, le point de départ se situe devant les portes de l'entrée de l'usine européenne de Hyundai, où le Kona 64 kWh passe du stade embryonnaire sous la forme d'une cellule de batterie plus petite qu'un clavier, à celui d'un crossover électrique que nous connaissons tous. Donc je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite précédemment, hein, sur l'usine, sur les conditions de fabrication du Kona, les différentes étapes, etc. Donc c'était tiré d'un article d'Automobile Propre également. C'était plutôt intéressant pour le coup. Alors c'est donc cette dernière version que nous mettrons à l'épreuve sur les routes et autoroutes européennes pour rejoindre notre point d'arrivée sur les rives de la Méditerranée. Un trajet qui, confions-le, se révèle plutôt rassurant, car depuis son arrivée sur le site de production en Europe, qui permet de réduire considérablement les temps de livraison, le Kona électrique affiche une autonomie de 484 km, soit 35 de plus qu'auparavant. C'est vrai, alors j'imagine même pas l'autonomie vraie, réelle, hein, parce que avec ce nouveau Kona européen là, parce que moi déjà je tutoie les 500 km l'été, je les dépasse même quand il fait plus de 25 ou 30 degrés. Alors là, avec celui-là, je serais à 530, 540 en fait, quoi. Si vraiment le cycle WLTP est ce qu'il est, franchement, ça donne envie, quoi. Merci aux pneus d'ailleurs, mais peut-être un jour j'utiliserai les pneus qu'ils ont mis sur les nouveaux Kona, on verra. Puisqu'apparemment il n'y a que ça qui change l'autonomie. Bref, on poursuit. Si l'utilisation de cellules fournies par SK Innovation ne semble pas y participer, le crossover gagne en endurance grâce à l'apparition de pneus Michelin Primacy 4. Désormais montés en série, ces derniers se révèlent bien plus convaincants que les Nexen Onfera SU1 fabriqués en Corée du Sud ou à Zatec dans l'ouest de la Tchéquie. Ouais, c'est pas les meilleurs pneus, c'est sûr. Alors, équipage et machine rechargées à 100%, il est temps de mettre en éveil la mécanique du Hyundai Kona électrique pour la première fois, exception faite de ces séances d'essai en sortie de chaîne à l'enceinte de l'usine. Alors ouais, là c'est clairement un Kona neuf, hein, qu'ils prennent, vraiment il sort de l'usine quoi, prêt à rouler. Au premier tour de clé, le compteur d'autonomie affiche une portée généreuse de 474 km, ce qui renforce notre confiance au départ. Nous faisons le choix d'adopter toutefois une préparation prudente de notre itinéraire en multipliant les étapes aux bornes de recharge rapide. Aussi, cette anticipation permet d'éviter les nombreuses zones blanches qui se trouvent en Tchéquie, qui pourraient engendrer une fâcheuse panne sèche, sinon l'angoisse de finir sur une dépanneuse. Nous décidons alors de dérouter la navigation afin de rejoindre rapidement l'Autriche qui va à Salzbourg et de récupérer la route prédéfinie dans la région de Stuttgart, soit un léger détour de plus de 200 km par rapport à une planification traditionnelle. Alors, est-ce que ce détour apparaît sur la carte là? J'ai pas. Ah non, bah non, pas du tout en fait. Ah, ils auraient dû illustrer leur vrai trajet plutôt que de mettre ça, quoi, du coup. Pas terrible de leur part, hein. Bon, c'est pas grave, on continue. Notre première étape se trouve à 269,9 km de notre point de départ à la station de recharge Unity d'Oschaltein, au nord de la capitale autrichienne. À notre arrivée sur le parking entièrement libre, le crossover nous indique une autonomie restante de 150 km, 36% de batterie et une conso moyenne de 15,4 kWh au 100. L'avantage du réseau autoroutier en travaux et des petites routes nationales empruntées à la frontière qui ont contribué à maintenir une vitesse moyenne de 89,67 km/h. Ah oui, donc belle vitesse moyenne, effectivement. La connexion à la borne est aussi simple qu'avec les bornes Unity que nous connaissons. L'utilisation d'une carte ChargeMap sera nécessaire pour activer la facturation au prix de 0,86 euros par kilowattheure, donc 86 centimes d'euros le kilowattheure. C'est juste une honte, ces tarifs. Et il n'y a pas de quoi s'en vanter, franchement, hein.
Très rapidement, le Kona plafonne à la puissance de recharge maximale de 75 kW. C'est plutôt 77, hein, la vitesse max en fait. En moins de 5 minutes, nous retrouvons l'autonomie nécessaire pour rejoindre notre hôtel où se situe à proximité une installation fournie par Lidl. Pour les besoins de l'exercice, nous poussons la recharge jusqu'à 83% de la batterie après avoir récupéré 35 kWh en 40 minutes. Dans ce cas, la logique facturation à l'énergie consommée plutôt qu'au temps à patienter prend tout son sens. Après un trajet de 196 km, nous arrivons devant l'hôtel situé dans la ville de Saint-Valentin. À notre arrivée, la borne Lidl visée, qui propose une prise combo de 50 kW, est fermée et accessible uniquement durant les heures d'ouverture du magasin. Ah non, mais ils sont sérieux, ils auraient pu vérifier avant, quoi. Oh, les mecs, sérieux. Nous nous tournons donc vers l'installation de l'hôtel qui compte 2 points de charge AC et Tesla entièrement gratuits. L'un étant réservé aux voitures californiennes et l'autre ouvert à tous les véhicules électriques. Ah bah alors là, ça leur sauve bien la mise, ça, hein. Au terme de cette seconde étape, nous avons enregistré une moyenne de 15,9 kWh à 86,22 km/h de moyenne. Nous laissons le Kona branché toute la nuit, en tirant le maximum des 11 kW de son chargeur embarqué. Le crossover nous indique alors un temps de recharge de 4h50 pour passer de 36 à 100% de batterie. Ah, c'est un bel avantage, hein, ce chargeur embarqué de 11 kW, j'aurais bien aimé l'avoir moi. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, au lendemain, le cap est mis sur l'Allemagne, que nous traversons d'est en ouest pour rejoindre notre hôtel en périphérie de Besançon. Une copieuse étape de près de 880 km passée majoritairement sur les autoroutes. Dès les premiers kilomètres, la navigation nous fait suivre les bucoliques routes secondaires autrichiennes, très fréquentées par les camions en itinérance. La vitesse moyenne bridant au plus bas la consommation nous autorise même de se passer d'un arrêt de recharge prudemment prédéfini pour viser une borne ENBW à 376 km de distance. Une adaptation permise par la confiance que nous accorde à l'affichage d'autonomie du véhicule parfaitement calibré et par la disponibilité d'un réseau en cas de surprise. Ouais, c'est vrai que l'estimation d'autonomie du Kona est vraiment très précise, ça c'est bien. C'est pas comme les Peugeot et Citroën avec 20 km d'écart dans l'estimation d'autonomie, c'est... Enfin, de 20 en 20, je veux dire, ça descend, c'est vraiment n'importe quoi ça. Conformément à nos prévisions, nous arrivons sans encombre mais rincés à la borne du réseau allemand, avec 12% de batterie et 49 km d'autonomie restante. Cet arrêt d'une durée d'un peu plus d'une heure à la borne a permis de retrouver 58 kWh. Précisons toutefois qu'à cette étape, ce n'est pas tant le véhicule qui a réclamé une pause si longue, mais bien nos différents besoins humains. Le trajet précédent a duré près de 4h30. Le tournage de nos images et notre volonté d'étudier la courbe de puissance au fil de la recharge. D'autant que les bornes de l'opérateur fournies par Alpitronic tiennent leurs promesses avec une généreuse puissance de 300 kW, alors que celle du Kona ne dégringole pas désespérément à l'approche et au-delà des 80%. Ainsi, le crossover coréen est passé de 12 à 93% à une puissance de recharge moyenne de 49 kW. Ah ouais, ça c'est une belle courbe de charge, hein, pour le coup. Seule ombre au tableau, le prix de la recharge. Ah, alors combien ça a coûté? Car si la situation d'une double facturation au kilowattheure et à la minute semble réunir le meilleur des deux mondes, une solution à envisager en France, cette recharge, qui a été bien au-delà de nos besoins en autonomie, il est vrai, a été facturée au prix de 55 euros. Oh là là, terrible. Ajoutons également qu'un système de règlement par carte bancaire serait aussi une nécessité absolue, notamment pour cet équipage italien venu charger leur Smart EQ42 sans aucune carte d'abonnement dans les poches. Même après avoir scanné le flashcode et entré les coordonnées bancaires sur le site internet dédié, la recharge n'a jamais pu être activée. Alors attendez, avant de continuer, on va faire un calcul là. Donc ils n'ont pas dit combien ils ont au prix de kilowattheure. Donc entre 12 et 93%, ça fait tout simplement 80 kW, 80% pardon, de repris. Donc ça nous fait, sur une batterie de 64 kWh, ça nous fait 52 kWh à peu près de recharger. Donc à 55 euros, ça fait, vous avez bien compris, ça fait plus d'1 euro le kilowattheure. Donc des tarifs juste prohibitifs, encore une fois. Même en Allemagne du coup. Alors, de retour sur la route, la charge disponible nous pousse à explorer tout le potentiel mécanique du Kona, sans arrière-pensée sur les très rares portions sans limitation de vitesse. Le Kona dénombre alors une étonnante santé mécanique avec des performances satisfaisantes. Dans ce cadre unique, le crossover touchera très rapidement sa bride de 178 km/h, après un léger creux aux alentours de 150-160 km/h. À des allures légales en France, le crossover proposera bien plus souvent ses capacités de reprise avec un 80-120 km/h chronométré par nos soins en près de 6 secondes. Alors, je voudrais pas dire, mais ça ressemble quand même beaucoup à un article sponsorisé par Hyundai, hein, parce qu'il y a beaucoup, il est beaucoup mis en valeur sur ses performances de recharge et
de vitesse, le Kona. Donc à mon avis, c'est sponsorisé. Ces joyeux exercices mettent aussi en lumière la gestion de la charge du Kona et les performances du refroidissement actif de la batterie. Au terme de ces 212 km, nous branchons le Kona à une autre borne rapide EN-BW avec 194 km d'autonomie restante, une conso moyenne de 15,4 kW. Malgré la forte sollicitation de la batterie, celle-ci a pu récupérer 33,9 kWh à une puissance toujours correcte de 39,9 kW, en passant de 48 à 94%. Alors par contre, sur les unités, il va falloir faire attention parce que c'est kilowattheure au 100, c'est pas kilowatt, faut pas se mélanger non plus. Il faut quand même être précis, quoi. Bon, bah ça, ouais, ah, il y en a encore pas mal, hein, putain la vache. Bon, alors retour en France, le trafic se faisant moins dense à l'arrivée en France aidant, la vitesse moyenne augmente. La vitesse moyenne augmente considérablement au cours des derniers 288,8 km de cette journée, dont près de 40 km dépensés dans le vide après avoir raté la sortie d'autoroute menant à notre hôtel. Se limitant à une consommation maîtrisée en raison des faibles vitesses enregistrées en Allemagne, le Kona a ici grimpé à 16,1 kWh au 100, faisant dégringoler la charge de 94 à 10%, 43 km d'autonomie restant. La borne AC est installée sur le parking de l'hôtel et livrant une puissance max de 11 kW a permis de faire le plein pendant la nuit pour reprendre sereinement la route de cette dernière journée du road trip. C'est sur ce parking aussi que nous rencontrons la première incivilité avec un Audi SQ5 occupant inutilement une borne. Heureusement, la fréquentation à cette période de l'année laisse d'autres prises disponibles. Ah, les fameux squatteurs de bornes insupportables. Le lendemain, l'autonomie et la gestion de la charge nous autorisent quelques adaptations de notre programme original et de viser la station Unity de l'aire de Mionnet, au nord de Lyon, située à 229 km de Besançon. Après 42 minutes de recharge au prix de 87 centimes la minute, nous débranchons le Kona qui affiche alors 86% et 339 km d'autonomie, soit une dizaine de kilomètres de moins pour atteindre la ligne d'arrivée finale à Marseille. Une cinquième et dernière recharge rapide sera donc nécessaire sur l'installation Unity de Morières pour avaler 26,52 kWh et grimper à 61% de charge. Au terme des 2 jours et demi de trajet, l'heure du bilan a sonné. Comme de coutume, le Kona électrique 64 kWh s'est montré parfaitement à l'aise pour l'exercice en délivrant ses innombrables qualités électriques, mais aussi ses quelques lacunes à l'image de l'amortissement et des assises toujours fermes sur long trajet. Mais ce n'est pas l'objet principal de notre périple, d'une longueur de 1915,3 km précisément. À l'arrivée, l'ordinateur de bord nous a indiqué une consommation moyenne de 16,4 kWh au 100 pour une vitesse moyenne de 88,9 km/h. Passé sous une température douce excédant rarement les 25 degrés, permettant de ne pas user considérablement de la climatisation. Ouais, bah vu la vitesse moyenne, c'est une bonne conso, ça va, hein, franchement. Ce voyage à travers l'Europe nous a en revanche permis de constater le retard à l'allumage en matière de mobilité électrique dans certains pays, comme la Pologne ou la Tchéquie. En revanche, et sans surprise, l'Autriche et l'Allemagne proposent différentes solutions qui permettent d'appréhender sereinement les voyages long courriers. À cela s'ajoutent également des conditions routières très favorables pour les voitures électriques. Entre les limitations peu généreuses et les portions de routes secondaires, l'encombrement général et les zones de travaux, les vitesses moyennes enregistrées sont toujours favorables aux batteries. Preuve en est avec nos vitesses moyennes de 77,78 km/h en Autriche et 86,15 km/h en Allemagne, pays de la vitesse s'il en est. C'est finalement en France où nous avons imprimé le plus rapide des rythmes, avec 97,33 km/h de moyenne. C'est aussi là que la consommation mécanique a augmenté, en se stabilisant toutefois aux alentours de 18 kWh au 100. Par ailleurs, précisons que nous n'avons jamais vraiment usé de la technique d'éco-conduite et sommes restés, dans 95% des cas, aux allures légales et du flot de circulation. En d'autres termes, les temps de trajet et les vitesses indiquées ici seraient parfaitement similaires avec un autre thermique, hybride ou hybride rechargeable, quel que soit le niveau de puissance. Aussi, le temps de recharge total sur autoroute s'est élevé à 4h02, ce qui correspond à l'équivalent d'une pause de 30 minutes toutes les 2 heures de route. De quoi balayer du revers de la main l'idée reçue qui indique que les voyages en voiture électrique sont généralement plus longs en raison de l'exercice du ravitaillement. Mais avouons que nous étions bien aidés par les performances en la matière du Kona. Et oui, évidemment. Article sponsorisé, encore une fois. Non, je sais pas s'il est sponsorisé, mais on dirait vraiment, hein. Bon alors, par contre, oui, une pause de 30 minutes toutes les 2 heures, normalement c'est ce qu'il faut faire, mais bon, je trouve que c'est un peu beaucoup quand même, honnêtement. Une demi-heure toutes les 2 heures, je me fais un peu l'avocat du diable, mais bon, ça serait plus un quart d'heure toutes les 3 heures, hein, la pause que je ferais personnellement.
Bon, là, c'est un peu beaucoup quand même, hein. Après, évidemment, bon, ça reste correct, hein, ça reste correct. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de temps en plus qu'une thermique. Au cours de ces près de 2000 km de route, nous avons fait appel 5 fois aux bornes de recharge rapide des réseaux Unity et ENBW. Nous avons aussi eu recours 2 fois aux bornes AC des hôtels, dont l'une était totalement gratuite. Au final, l'addition s'est élevée à 205,30 euros, soit 10,72 € au 100 km. Ah, c'est beaucoup quand même, hein. C'est beaucoup. 10,72 €, c'est pas plus, c'est même pire qu'une thermique en fait. Je suis désolé de le dire, mais c'est terrible. Bon, ça se termine cet article. Pour comparaison, un Kona 1 litre essence de 120 chevaux a déjà avoué entre mes mains un prix de 9,95 € au 100 km à travers un road trip reliant Paris à Saint-Pétersbourg. Ce n'est guère plus élevé, mais la faute revient ici à un réseau de recharge autoroutier aux grilles tarifaires salées, notamment en France, où l'application, oups, pardon, excusez-moi, hop, où l'application d'un tarif à la minute engendre une note systématiquement plus élevée que si nous étions facturés au kilowattheure. Et oui, clairement. La facturation à la minute avantage les véhicules qui se rechargent vite, comme les Audi e-tron, Tesla, Mercedes EQC, etc. La concrétisation des projets d'harmonisation à travers l'Europe, soufflés par le ministre allemand des Transports, devra donc se pencher sur ce volet, tout comme celui d'un paiement par carte bancaire afin d'éviter d'éventuelles complications. Voyager à travers l'Europe en électrique est tout aussi facile et rapide qu'avec n'importe quelle autre voiture, mais ne se montre pas plus accessible. Alors imaginez avec l'un des SUV à plus de 90 kWh de batterie ou d'autres modèles moins rapides à la borne. Ouais, non, c'est clairement compliqué hein, de voyager à travers l'Europe, même avec un Kona électrique qui est très efficient. Le problème du Kona et de la Kia, c'est que franchement, ils se rechargent pas hyper vite hein, sur les bornes rapides. 77 kW, même si j'en possède un, Kona, je reconnais que c'est pas beaucoup en fait. En 2020, 77, ils auraient pu, sur le nouveau Kona, en plus d'augmenter la vitesse AC, ils auraient pu augmenter, je suis désolé, la vitesse de recharge en DC, l'augmenter au moins à 100 quoi. Ça aurait été s'aligner avec la concurrence, ça aurait pas été idiot de leur part. Et je suis désolé, ils ont quand même une batterie de 64 kWh dans la voiture. Donc augmenter la puissance de charge à 100, ça aurait pas fait de mal à la batterie, hein. Franchement, faut arrêter avec ça. Je pense qu'ils auraient très bien pu le faire, ils l'ont pas fait. Je comprends pas pourquoi chez Hyundai et Kia. Donc bref, plutôt intéressant ce trajet. On se rend compte quand même qu'ils ont quand même payé 205 euros pour faire même pas 2000 km, ouais, donc 10,72 € au 100 km. C'est quand même un coût très élevé pour se faire un peu plus chier qu'en thermique. Donc honnêtement, c'est pas encore maintenant qu'on va traverser l'Europe sereinement dans un véhicule électrique hors Tesla, hein. Pour le coup, c'est pas gagné d'avance. Voilà, bah écoutez, j'espère que les tarifs sur autoroute, ouais, comme ils disent sur les bornes Unity, etc., baisseront dans le futur. C'est vraiment ça qui nous plombe avec les véhicules électriques pour l'instant. Donc on espère que ça va aller dans le bon sens. Voilà, j'en ai fini de cet article. Je vous laisse réagir. Qu'avez-vous pensé de ce trajet dans toute l'Europe? Allez, ciao tout le monde.